Il y avait ce cadavre qui, on pourrait dire, pourrait être un extraterrestre. À quoi ça ressemblait? De grands yeux, une tête un peu triangulaire. Je l'ai montré au principal expert mondial des troubles osseux-pédiatriques. Il a dit « Je ne reconnais pas les syndromes qui auraient pu provoquer ça. Il y avait des ensembles entiers d'ADN qui ne semblaient correspondre à rien. » Gary Nolan fait partie des 25 principales inventrices de l'université Stanford. Il est aussi l'une des principales chercheuses sur les phénomènes aériens non identifiés et les blessures mystérieuses dues à une possible exposition extraterrestre. Un représentant de la CIA est venu à mon bureau sans prévenir et a dit « Certains de nos agents du corps diplomatique tombaient malades. » Ils m'ont montré des IRM et radiographies. Certaines zones de leur cerveau étaient littéralement grillées. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Une arme à énergie. J'ai même rencontré et interrogé l'équipe médicale ainsi que plusieurs de ces personnes qui affirmaient avoir eu des interactions avec des pans. Cela pourrait-il ne pas venir de la Terre? Je ne peux qu'imaginer sa capacité électromagnétique à distance. Ou alors, c'est une forme de physique de l'univers, où ils peuvent faire des choses que nous ne comprenons pas encore. Ce qui m'a surpris, c'est la résistance de la CIA. Oh, c'est impossible, nous n'avons rien de tel. Comment pouvez-vous atteindre un hélicoptère, désactiver sa navigation, l'empêcher de tenter de lancer un missile et désactiver le bouton? Concrètement, Pensez-vous que nous sommes menacés par des forces adverses à l'intérieur de ce système solaire ou venant de l'extérieur du système solaire? eh bien, tout d'abord, Bonjour, je suis Maïm Bialik Et je suis Jonathan Cohen. et bienvenue dans notre décryptage. Vous pouvez peut-être deviner de quoi va parler cet épisode en regardant le t-shirt que je porte et celui que Jonathan porte. Célibataire ou en couple? Si vous n'écoutez que le podcast, c'est un homme qui est téléporté dans un vaisseau spatial avec le mot « en couple » et une coche à côté. Tout le monde croit que j'ai acheté ce t-shirt pour Jonathan, alors qu'en réalité, il l'a acheté lui-même. Parfois, il faut prendre soin de soi. Et je porte mon t-shirt préféré avec des chats de Sedona qui se font téléporter dans une soucoupe volante. Pourquoi portons-nous ces t-shirts? Nous portons ces t-shirts aujourd'hui parce que nous allons peut-être parler à la personne la plus décorée. Un scientifique et professeur très instruit, très sophistiqué, qui est aussi ouvert et généreux dans sa façon de penser à la possibilité de la vie sur d'autres planètes. Être ici, nous menacer, chercher des choses chez nous. Le docteur Gary Nolan est professeur au département de pathologie de la faculté de médecine de l'université Stanford. Et c'est l'une des plus grandes autorités en immunologie. Le cancer, la leucémie, l'auto-immunité, l'inflammation, ainsi que les approches computationnelles et systémiques de l'immunologie et des réseaux cellulaires. Il détient 50 brevets américains, il a publié près de 400 articles de recherche, il a été reconnu comme l'un des 25 meilleurs inventeurs de l'université Stanford. Mais ce qui est le plus fascinant chez lui, c'est qu'il a fondé la Fondation Sol, qui est une organisation dédiée aux phénomènes aériens non identifiés. Elle réunit des experts du monde universitaire, du gouvernement et de toutes les disciplines pour mener des études rigoureuses et multidisciplinaires sur les phénomènes aériens non identifiés et leurs implications plus larges. Le docteur Nolan est la personne vers qui les gens se tournent lorsqu'ils ont du matériel qu'ils pensent être d'origine extraterrestre. Le docteur Nolan est celui qui analyse littéralement le métal qu'on lui apporte en disant que cela provient d'une soucoupe volante. Son laboratoire est suffisamment sophistiqué pour pouvoir analyser, dater et déterminer précisément la nature de chaque matériau. Et il fait partie du documentaire qui a été diffusé, L'ère de la révélation, où il parle du rôle que le gouvernement joue ou ne joue pas dans la façon dont nous déterminons quel type de blessures peuvent être classées comme inhabituelles et de ce que son laboratoire a fait pour traiter de nombreuses blessures et dommages que les cerveaux des personnes ont présentés lorsqu'elles ont été placées dans des situations où elles pourraient être exposées à certains de ces phénomènes. Il étudie des personnes qui ont été blessées et qui présentent des blessures causées par des phénomènes aériens non identifiés, et il analyse les raisons potentielles pour lesquelles elles ont pu subir des dommages. Il parle des armes à énergie d'une manière absolument fascinante et pose la question de savoir si des pays adverses auraient pu fabriquer ces armes. Des personnes ont-elles été blessées par ces armes ou ont-elles été créées ailleurs, d'une manière que nous ne comprenons pas encore vraiment? Nous avons également discuté de la possibilité qu'une intelligence non humaine ait surveillé les capacités militaires des États-Unis et de la Russie. Il parle de ce que cela pourrait être,
qui a été capable de désactiver le système d'armes d'un hélicoptère américain? L'idée que nous puissions être observés est fascinante, et c'est une idée que le docteur Nolan ne prend pas à la légère. Il va nous apprendre la différence entre la croyance, l'espoir et les données lorsqu'il s'agit de comprendre des phénomènes inexpliqués. Nous allons également parler un peu de certaines des biotechnologies que le docteur Nolan a développées, brevetées et utilise pour donner du crédit au fait que nous pouvons analyser des échantillons avec un certain degré de certitude afin d'essayer de déterminer leur origine. Nous allons donc évoquer certaines technologies qu'il a développées et que son laboratoire utilise depuis des décennies pour étudier des spécimens du monde entier. Nous discuterons aussi d'aspects personnels avec le docteur Nolan, notamment de son expérience d'enfance qu'il évoque rarement. Cela a mené à son intérêt et à sa conviction qu'il existe quelque chose de plus et qu'il doit y avoir un moyen de le découvrir. Heureuse d'accueillir le professeur Gary Nolan dans l'émission. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux d'être ici. Il y a tellement de choses dont nous aimerions vous parler qui, je pense, entrent toutes dans le même sujet. C'est comme un superbe parapluie qui résume tout votre travail avant même d'aborder les détails. Parlez-nous de la façon dont vous voyez votre mission dans votre travail, dans votre vie et dans votre carrière. On ne s'en rend compte qu'avec du recul, mais en regardant toutes les choses que j'ai faites au fil des années, j'ai toujours été intéressé par le potentiel et par le fait de combler les lacunes de ce que l'on pourrait considérer comme un potentiel manquant. Je déteste voir du potentiel perdu, mais j'aime aussi chercher ce que j'appelle souvent l'inévitable. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans les données que nous recueillons aujourd'hui au laboratoire? C'est-à-dire, appelons ça simplement prosaïque, tout le monde le fait. Ça ne fait pas vraiment avancer le domaine de manière significative. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les nouveaux types de données que nous devons collecter? Et donc, si vous pouvez définir ce que c'est, alors quels sont les instruments que vous devez développer ou les méthodes pour y parvenir, même si cela va vous prendre 2 à 3 ans ou même dans un cas 5 ans avant que nous arrivions à l'instrument qui pourra ensuite être utilisé par tout le monde. Vous faites certains des travaux les plus complexes, élégants et sophistiqués sur les cellules qui existent. Si quelqu'un ne connaît rien au type de travail que vous faites, pouvez-vous expliquer un peu le genre de laboratoire que vous dirigez? Quels tests effectuez-vous et que pouvez-vous déterminer avec votre équipement? Disons simplement que j'ai commencé ma vie en tant que généticien, ce qui est vrai, c'était ma formation initiale. Mais comme toute personne dans le domaine le sait, aujourd'hui, tous les domaines comme la virologie, l'immunologie, la génétique et la biologie du signalement se fondent toutes les unes dans les autres. On ne peut pas parler de l'un sans vraiment aborder des aspects de l'autre. Les gènes sous-tendent l'architecture de la biologie du signalement dans la cellule. C'est là que beaucoup de choses extraordinaires se produisent et où les médicaments doivent souvent être ciblés. Ces biologies du signalement déterminent ensuite les interactions entre les cellules qui, par exemple, dans le cas du système immunitaire, décident très souvent du destin de votre vie, parce que c'est le centre de l'inflammation, des effets anticancers, antipathogènes, etc. Donc, j'ai en fait commencé à Stanford. Je voulais aller voir un gars qui s'appelait Stanley. Le laboratoire de Cohen qui détenait les brevets originaux appelés brevets Cohen-Boyer à l'origine de toute l'industrie biotechnologique. Et il était, disons, principalement un microbiologiste travaillant sur les bactéries et les champignons. Mais vous savez, pendant ce qu'on appelle les rotations lors de la première année, il se trouve que j'ai fait une rotation dans le laboratoire Herzenberg qui utilisait encore ce genre de machine. Aujourd'hui, on appelle ça un cytomètre en flux. C'était l'émergence de la physique de la lumière utilisant des lasers, la fluorescence, l'analyse rapide de cellules uniques, des milliers de cellules par seconde, la collecte de ce type de données, puis les algorithmes nécessaires pour comprendre ce que représentaient ces données et bien sûr les ordinateurs en arrière-plan. Je veux dire, les ordinateurs que nous utilisions à l'époque, vers 1983, pourraient tenir sur votre montre bracelet. La formation que j'ai suivie avec Len et Leland Hunley Herzenberg, qui co-dirigeaient leur laboratoire, a vraiment posé les bases de ce que je voulais faire parce qu'il y avait tout ce que je recherchais. Tout était réuni au même endroit. Une complexité incroyable,
une compréhension en profondeur, un développement technologique constant. Et en gros, vous savez, je pense que la meilleure façon de le dire, c'est que les Herzenberg dirigeaient leur laboratoire presque comme une commune. Ils avaient une architecture très ouverte quant au type de personnes qu'ils accueillaient dans leur laboratoire, peu importait qui vous étiez ou d'où vous veniez, du moment que vous étiez intelligent. Mais ils avaient aussi, disons, une éthique qui consistait à accueillir des personnes qui, autrement, se seraient considérées comme insuffisantes et leur apprendre à devenir de bons scientifiques et à poser les bonnes questions correctement. Et donc, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'apporter ce genre de modus operandi avec moi dans mon développement au laboratoire. En lisant les types de subventions que vous avez reçues de la FDA, vous savez, la protection contre les agents biologiques et la référence du système immunitaire interespèces. Quelle est en quelque sorte la motivation et l'application derrière certaines de ces subventions incroyables sous lesquelles vous avez pu mener vos recherches? Donc, la raison pour laquelle nous avons obtenu ces subventions, y compris la subvention du département de la Défense que j'ai reçue pour étudier le cancer de l'ovaire, c'est parce que c'était à l'époque de ce qu'on appelle la biologie des systèmes, où nous avons compris non seulement la complexité des interactions à l'intérieur de la cellule, mais aussi entre les cellules. Les techniques qui étaient disponibles à l'époque ne permettaient d'observer que de petites parties, alors que ce qui était nécessaire, et c'est ce que j'appelle l'inévitable, c'était le développement de techniques qui vous donneraient une vision d'ensemble. Parce qu'avec une vision d'ensemble du plus grand nombre possible de composants du système immunitaire qu'il était raisonnablement possible de mesurer, cela vous permettrait de construire des modèles mathématiques des interactions. Déterminer si ces interactions, selon la présence ou l'absence de certains types ou états cellulaires, indiquaient l'évolution de la maladie, ou bien où vous pourriez intervenir pour améliorer le système immunitaire, vous savez, ou désactiver les effets anti-immunitaires du cancer. C'est donc à partir de ces débuts que mon laboratoire a développé une méthode pour observer à l'intérieur des cellules ce qu'on appelle les états de phosphosignalisation, ce qui nous a permis d'examiner les molécules de surface. Cela permettait de définir le type de cellules du système immunitaire, mais ensuite les états intracellulaires déterminèrent le résultat. Et donc, disons, la subvention de la FDA qui portait sur la référence immunitaire interespèce pour le meilleur ou pour le pire. Et je n'aime pas ça, mais je l'ai ressenti comme quelque chose de, vous savez, nécessaire. Des modèles animaux sont utilisés, mais les animaux ne sont pas des humains et nous le savons tous. Donc, vous savez, on peut guérir. Nous avons guéri toutes les formes de cancer qu'une souris peut avoir. Mais très peu de ces médicaments se traduisent réellement chez l'humain parce qu'il y a simplement des différences dans la façon dont les systèmes immunitaires fonctionnent. Cette fois, on utilisait en fait des primates, des macaques rhésus, qui sont plus proches de nous du moins. Ce n'est pas parfait. Mais personne n'avait la capacité de regarder l'ensemble de toutes leurs cellules du système immunitaire par rapport aux nôtres. Et l'idée était, pouvons-nous faire une comparaison un à un ou essayer de faire une comparaison un à un de ce que sont ces différents types de cellules. Ainsi, lorsque nous utilisons, disons, un nouveau médicament sur des macaques rhésus, nous pouvons comprendre l'effet de transition entre les deux. Et c'était une subvention réussie, mais son objectif portait en fait sur Ebola. Ebola était et reste une menace importante pour la santé mondiale. Et heureusement, vous savez, il existe, appelons-les, des stratégies de confinement et il y a un vaccin contre cela qui ne sera pas largement distribué. Mais ils font quelque chose qu'on appelle la vaccination en anneau. Une fois qu'un cas est détecté, ils encerclent la communauté avec des vaccinations pour empêcher la propagation. J'avais donc un étudiant diplômé qui avait été étudiant de premier cycle au MIT et qui avait en fait travaillé dans l'installation Ebola à Fort Dietrich. Donc, il avait été entièrement formé à cela. Et c'est, vous savez, travailler dans les combinaisons spatiales. Vous avez vu un peu dans les films, vous savez, c'est du sérieux. Et donc, j'ai en fait visité Fort Dietrich juste avant tout cela. Et vous savez, il y avait des gardes à chaque coin. Vous n'aviez pas le droit de vous promener seul, etc. Le plexiglas à travers lequel on pouvait regarder dans le laboratoire faisait littéralement cette épaisseur, donc il y avait vraiment ça. C'était une installation dirigée par l'armée où les scientifiques allaient et venaient, vous savez, de façon très intentionnelle.
Parce que l'idée, c'était, vous savez, qu'on injectait essentiellement Ebola à ces singes, puis on suivait l'évolution de la réaction de leur système immunitaire. Puis il a fallu préparer les tests de médicaments et le reste. Et ensuite, nous avons dû développer une technologie qui nous permettait de sortir le sang de ce laboratoire en toute sécurité. Nous devions nous assurer que nous éliminions complètement le virus, le filovirus qu'est Ebola, afin de pouvoir ensuite l'analyser dans un laboratoire BSL 1, ce qu'on appellerait un laboratoire de niveau de biosécurité 1, c'est-à-dire un laboratoire standard. Je veux dire, votre plan de travail de cuisine est BSL 1, même si je n'irai pas près de votre évier. Parce que ça, c'est probablement BSL 2, vous savez, si vous ne le nettoyez pas régulièrement. Donc, vous savez, il y avait beaucoup de travail autour de ça. C'était la menace biologique qui a conduit plus tard à des travaux sur le Zika et d'autres virus ou bactéries émergents. Nous avons, comme je le dis souvent, accéléré le processus pour savoir comment faire. Nous avons collaboré avec un groupe du MIT sur l'acide ribonucléique, tandis que nous travaillions sur la protéine. Nous avons publié un article dans Cell à ce sujet. Et je devrais aussi mentionner, en plus de tout cela, vous avez aussi contribué à développer les plateformes instrumentales qui pouvaient être utilisées pour traiter les échantillons, n'est-ce pas? Sans avoir à les transporter à l'étranger. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je pense que, vous savez, quand les gens entendent parler du genre de travail que vous faites, ils se disent « c'est incroyable ». Et les gens comprennent ce qu'est le système immunitaire, mais je ne pense pas qu'ils saisissent toute la complexité de ce que cela implique. Avoir l'instrumentation, la capacité d'expérimenter, la possibilité aussi de faciliter des tests réels de manière fiable et cohérente. Je voulais juste le mentionner parce que c'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Ça fait partie du travail que tu fais. Eh bien, l'une des choses que nous avons développées, en fait, cela a été développé par un étudiant diplômé, puis il l'a pris et l'a commercialisé, quelque chose appelé Smart Tube. Et c'était une façon de prélever le sang directement, de le mettre dans le tube, de casser quelques fioles, de secouer, puis le sang allait. Nous ne faisions pas seulement la lise des globules rouges, qui ne sont pas sans importance, mais nous voulions atteindre les globules blancs qui en font partie, mais aussi stériliser le sang d'une manière qui inactiverait tout virus qui pourrait s'y trouver. Mais c'est maintenant une norme dans le monde entier pour la collecte du sang. Conservez-le afin de pouvoir le mettre au réfrigérateur ou au congélateur pour une analyse ultérieure, même des décennies plus tard. Pouvez-vous parler un peu du codex? Le développement de méthodes de profilage des tissus profonds a contribué à l'atlas des cellules humaines, ainsi qu'aux atlas des cellules cancéreuses. Je sais qu'il est difficile de se féliciter, mais je vous le demande. C'est un accomplissement très important. Pouvez-vous expliquer un peu, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le profilage tissulaire, quel est l'impact de cet accomplissement? Codex est issu d'un développement antérieur pour lequel nous avons en fait remporté le prix de la découverte de l'année de nature en 2012, je crois, et donc c'était CITOF, et CITOF était en fait l'instrument original a été développé par un chercheur de l'Université de Toronto, Scott Tanner, qui était un spécialiste de la spectrométrie de masse. Il a compris que cela aurait de la valeur dans l'analyse unicellulaire. Et donc, il est venu me voir parce qu'il savait que j'étais le genre de personne qui prenait des idées et trouvait un moyen de les commercialiser. Et donc, c'était probablement l'une des collaborations les plus réussies de ma carrière. Nous en avons fait l'instrument de surveillance immunitaire le plus avancé de l'époque. Et donc, comme je venais du laboratoire Herzenberg, où lorsque j'ai quitté ce laboratoire, 3 ou 4 paramètres par cellule représentaient le summum des capacités. Ce qui vous permettait simplement de dire ça, c'est une cellule T, ça, c'est une cellule B, et peut-être ça, c'est un macrophage. CITOF nous a soudain permis d'analyser 40 à 50 paramètres simultanément grâce à une forme de spectrométrie de masse, où les marqueurs n'étaient pas des fluorochromes, mais en fait des balises métalliques attachées aux anticorps. Nous avons donc dû développer toute une chimie, pas seulement une chimie. Un chimiste de l'Université de Toronto l'a fait afin que nous puissions attacher ces isotopes métalliques individuels et uniques, et cela nous a soudainement permis d'atteindre cette vision d'ensemble. Soudainement, nous pouvons observer suffisamment de cellules du système immunitaire en même temps pour donner un diagramme d'état de ce que le système immunitaire pourrait faire. Et nous avons publié cet article dans Science, et c'était
C'était en quelque sorte le début de ce qui, du moins pour moi, a été l'explosion des mégadonnées, où soudainement nous pouvions en collecter tellement. Mais cela signifiait que nous devions alors développer des algorithmes pour gérer cette complexité. Et nous avons dû développer des choses comme ce qu'on appelle une approche de dédimensionnalisation appelée TISNE, qui est une sorte de méthode de regroupement que nous avons empruntée à d'autres domaines, puis adaptée à ce que nous faisions. Et puis quelque chose appelé pseudotemps. Nous avons été les premiers à développer le pseudotemps pour montrer que l'on pouvait réellement observer les trajectoires de la façon dont les cellules du système immunitaire pouvaient changer et mûrir, ce que nous avons ensuite appliqué au cancer et à certains types de lames, la leucémie aiguë myéloblastique. Donc, d'accord, c'était génial et cela a fait le tour du monde. Tout le monde voulait un sit-off. Finalement, nous avons vendu l'entreprise pour environ 207 millions. Je n'ai rien gagné. J'aurais voulu obtenir un lot similaire. Les capital-risqueurs et banquiers d'investissement repartent toujours avec la majeure partie de l'argent. C'est un cadre utile pour nous aider à comprendre non seulement vos compétences, mais aussi la profondeur de la créativité que vous avez dans votre domaine. Et il s'est passé autre chose en 2012 à laquelle vous avez participé. En 2012, vous avez expliqué qu'on vous avait donné un morceau d'un corps, d'une certaine sorte. Et je suis sûre que pour toute personne qui écoute, il serait logique que si vous voulez que quelqu'un analyse qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce fait, d'où cela vient-il, vous iriez voir le docteur Nolan? Pouvez-vous parler de ce qui s'est passé en 2012? J'avais découvert, disons, le concept des ovnis sur Internet. Comme beaucoup, je me suis laissé entraîner dans ce sujet. Je n'avais pas eu d'intérêt particulier pour ça auparavant, même si j'ai eu des expériences quand j'étais enfant, comme je l'ai souvent raconté, mais je n'ai jamais approfondi cela. Et j'ai simplement trouvé intéressant qu'il y ait ce cadavre qui, raisonnablement, d'après son apparence, on pourrait se dire, oh, waouh, ça pourrait être un extraterrestre. À quoi ça ressemblait? On parle des grands yeux, de la tête triangulaire. Grands yeux, tête un peu triangulaire, mais minuscule, à peine 20 centimètres de large. Ma première réaction a été d'aller voir le chef de l'unité de soins néonatale, qui était un ami à Stanford, et je lui ai dit, hey, tu sais, as-tu déjà vu des bébés qui ressemblent à ça ou qui auraient ça? Et il m'a répondu, eh bien, nous voyons beaucoup de naissances malheureuses dues à des problèmes génétiques. Mais il se trouve que nous avons dans notre équipe ce gars qui est le plus grand expert mondial des troubles osseux pédiatriques. Pourquoi ne pas organiser une rencontre avec lui? Alors je l'ai montré à ce gars et je lui ai demandé de regarder et il a dit, oh, c'est intéressant. Vous savez, je ne reconnais pas les syndromes qui auraient pu provoquer ça, mais il existe certains troubles génétiques qui pourraient expliquer telle ou telle partie ou ce changement. Donc, mais vous savez, j'étais d'accord avec la personne que j'avais contactée. Ce n'est pas elle qui m'a contacté pour dire, hey, je peux t'aider à comprendre ce que c'est. En science, comme vous le savez, il ne faut pas croire tout savoir en croisant les disciplines. Il faut consulter l'expert pour vérifier ses idées. Alors il a dit, d'accord, eh bien, la photo ne suffit pas. Voici le type de radiographie dont j'ai besoin, sous cet angle et cet autre angle. Et j'ai dit, écoutez, si vous voulez que je fasse une analyse de l'ADN, j'ai besoin d'un tout petit morceau d'os qui pourrait contenir de la moelle osseuse parce que ce serait de l'os. Ce serait formidable d'aller faire cela car ce serait l'endroit le plus susceptible d'être protégé de la contamination par des bactéries, du moins jusqu'à ce qu'il vous atteigne dans son état desséché à ce moment-là. Quel âge avait-il? On disait qu'il était très vieux, comme plusieurs centaines d'années, mais plus tard, j'ai découvert qu'il avait probablement seulement 20 ou 30 ans. J'ai commencé l'analyse à cause, disons, de son âge. Il n'avait qu'une trentaine d'années environ. Nous pensions qu'il y avait beaucoup de dégradation de l'ADN et donc cela nécessitait ce qu'on appelait une surlecture pour pouvoir en faire quelque chose. Vous savez, au début, j'étais enthousiaste parce qu'il y avait des ensembles entiers, disons, d'ADN qui ne semblaient correspondre à rien et qui avaient du sens.
Et donc, vous savez, j'en discutais avec le groupe qui me l'avait fourni et je disais, vous savez, cela pourrait, en fait, je ne sais pas ce que cela signifie. Donc, mais encore une fois, en tant que scientifique, ce qu'on ne fait pas, c'est supposer qu'on sait tout sur la génétique ou même sur la génétique, même si c'est mon doctorat. Donc, je suis allé voir les experts et il s'est avéré que, eh bien, non seulement nous avons ce genre d'experts à disposition, mais j'avais lancé une autre entreprise avec un autre professeur de Stanford à l'époque, le président du département de statistique, ainsi qu'un camarade de classe que nous avions qui travaillait dans la conception de puces informatiques au département d'ingénierie. Et nous avons développé des algorithmes que nous avions codés sur ce qu'on appelle des réseaux de portes programmables sur site et ce que sont essentiellement les FPGA. Pensez-y comme une ardoise vierge de circuits que vous pouvez programmer pour devenir à peu près n'importe quoi. Et les FPGA sont encore utilisés aujourd'hui, donc ils sont très rapides. Vous savez, ça pourrait jouer à un jeu, ça pourrait faire de l'analyse, vous pourriez le programmer pour faire des statistiques, etc. Mais vous le codez en dur. Nous avons lancé cette entreprise avec environ 10 millions de dollars et l'avons ensuite vendue à Roche Diagnostics pour une somme importante. Et en fait, mon étudiante a gagné pas mal d'argent parce qu'elle était la PDG et qu'elle était très compétente. À ce moment-là, nous avions collecté suffisamment d'ADN et j'avais alors recruté toute une équipe d'environ 14 personnes autour de Stanford, suffisamment de données à transmettre. Que représentait l'équipe de bioinformatique de Roche Diagnostics à ce moment? Cela avait essentiellement été initié par ce que nous avions fait pour eux afin de nous aider à assembler ce qu'on appelle le contigue complet de l'ADN. Et ensuite, pour y rechercher des anomalies qui pourraient être liées à des troubles osseux. À ce moment-là, nous avions compris, c'est humain. Les régions inconnues étaient en fait dues à la dégradation de l'ADN et il existait des moyens de corriger cela, donc c'était humain. Nous avons alors déterminé que c'était le cas, selon les statistiques. C'était une fille, probablement une naissance prématurée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir un peu nauséeux parce que je réalisais maintenant que je travaillais avec le corps de quelqu'un qui était décédé. Et tu sais, pourtant, certains voulaient toujours croire à un extraterrestre. Alors, nous avons rédigé une étude et en fait, nous avons de nouveau obtenu l'approbation du monde entier à Stanford, heureusement. Le plus grand expert mondial en génétique humaine sud-américaine. Et ce qu'il a montré, c'est que les fréquences des allèles, les différences qui distinguent un groupe racial ou ethnique d'un autre, montraient cela. En fait, cela venait de la région chilienne d'Amérique du Sud, donc il était clair que cela avait une origine de cette région. Nous avons publié l'article, il a été soumis à l'évaluation par les pairs et nous avions tous les experts nécessaires dessus. Les étudiants diplômés ont fait la majeure partie de la rédaction originale, les professeurs ont ensuite édité, ont donné la bonne touche, puis nous l'avons publié après l'évaluation par les pairs. Et littéralement le lendemain, partout dans le monde, le professeur de Stanford séquence le bébé extraterrestre. Vous savez, ce n'était absolument pas ce que nous avions fait, mais bien sûr, c'est du clickbait. En fait, vous aviez précisément pris quelque chose que les gens pensaient être extraterrestre, vous avez prouvé que ce n'était pas le cas, et le titre était « Vous avez séquencé un bébé extraterrestre ». Des journalistes m'ont appelé pour discuter et ont dit « Vous avez démystifié cela ». J'ai dit « Je n'ai rien démystifié, je n'ai rien démystifié, je ne suis pas un démystificateur, je suis un scientifique tout simplement. Comme vous l'avez dit juste avant, vous êtes un sceptique, nous sommes tous des sceptiques. Vous savez, je n'aborde pas un sujet en essayant de prouver que c'est quelque chose, parce que ce n'est pas l'état d'esprit d'un scientifique. L'état d'esprit d'un scientifique, c'est d'aborder la question avec un esprit complètement ouvert. J'aurais adoré que ce soit un extraterrestre, mais ça ne l'était pas. Je me demanderais aussi pourquoi un extraterrestre aurait-il même de l'ADN et des séquences régulatrices comme nous. Comment imaginez-vous l'ADN d'un extraterrestre? Vous savez, je pense que la réponse la plus probable à la présence même de la vie sur Terre est une forme de pense-permis, où un organisme primitif, disons, pourrait passer d'un système solaire à l'autre. Chaque morceau de métal sur votre bureau provient du cœur d'une étoile explosée.
Alors, quand les gens disent «Oh, tu ne peux pas aller d'ici à là-bas», eh bien, tout ce que tu es aujourd'hui vient du cœur d'une étoile explosée et tout ce qu'on utilise, tu vois. Donc, cela s'est transformé en gaz, puis s'est recondensé en un système solaire qui a créé des planètes, qui ont ensuite formé des métaux. Mais je ne m'attendrai pas à ce que les séquences régulatrices ou la biologie du signal qu'elles créent aient évolué exactement en parallèle. Quand les gens parlent, vous savez, de leur idée des extraterrestres comme étant ces êtres qui marchent et parlent, c'est essentiellement un corps humain avec une tête d'extraterrestre. Ça vous semble faux dès le départ? Oui, ça me semble faux, parce que je veux dire, il se peut que la forme bipède, vous savez, avec des bras ou des jambes, soit une constante universelle, mais je ne pense pas. Je veux dire, on n'a qu'un seul exemple de ça. Nous n'avons qu'un exemple à base de carbone. Et il n'y a aucune raison de supposer que s'il existe une autre forme de vie, ou s'il y a eu une sorte d'ensemencement, elle doit forcément être basée sur le carbone. Je veux dire, si on regarde probablement l'animal le plus différent qui semble être assez intelligent, c'est la pieuvre. Il existe de nombreuses espèces d'oiseaux qui possèdent, vous savez, des capacités de résolution de problèmes assez élevées. Ils n'avaient tout simplement pas, pour une raison ou une autre, la capacité de former des sociétés, ce qui, je pense, est ce qui nous différencie des autres, ainsi que la capacité de transmettre la sagesse d'une génération à l'autre. Quels oiseaux? Pour rendre hommage aux oiseaux intelligents, Eh bien, les perroquets, plusieurs espèces de perroquets, les corbeaux par exemple, ce sont les deux qui me viennent immédiatement à l'esprit. Les corbeaux, j'adore les observer. Il y a ça, tu sais, Paris, où ils leur donnent des balles colorées et le perroquet doit mettre la balle de la bonne couleur dans la boîte de la même couleur. Tu vois, mais je veux dire des choses comme ça qui montrent un certain niveau de compréhension de la forme et de la logique. toi, mais avec tes capacités, tu peux analyser, disons, un corps qui pourrait être extraterrestre, et tu peux l'examiner à tous ces niveaux. Tu as aussi la capacité d'examiner beaucoup d'autres éléments et beaucoup d'autres choses. Parfois, on est confronté à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Cela semble impossible, et pour beaucoup de gens, ils vont vers une seule explication, mais en tant que scientifiques, nous devons toujours garder plusieurs explications ouvertes. Mais j'aimerais que vous parliez un peu de la façon dont vous avez été intégré dans ce genre de communauté, où vous êtes devenu une personne ayant accès à des matériaux et à des expériences que d'autres ont besoin que vous aidiez à expliquer. L'analyse initiale du spécimen d'Atacama, qui appartient à quelqu'un à Barcelone et qui, franchement, selon moi, devrait être retourné au Chili pour y recevoir une sépulture appropriée. J'ai souvent répété, après avoir compris, que ce type était un représentant de la CIA et d'une entreprise aérospatiale. Deux d'entre eux sont venus à mon bureau à l'improviste et ont dit « Hey, nous avons ces personnes que nous avons regroupées dans ce que nous appelons le panier des bizarres. » Des événements civils, diplomatiques ou militaires avaient causé des dommages qui étaient en quelque sorte remontés dans la chaîne du domaine médical. Ils ont dit, nous ne savons pas ce que c'est. Et ils sont allés voir quelqu'un qui rassemblait ces informations dans un groupe de renseignement et ont dit, d'accord, nous en avons assez de ces cas et ils commencent à se ressembler les uns aux autres. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Parce que certains membres de notre corps diplomatique ou des agents de renseignement tombaient malades et présentaient des problèmes assez graves. Donc, littéralement, ils sont venus dans mon bureau, m'ont montré une pile d'IRM ou m'ont montré des IRM et des radiographies des dégâts qui étaient incontestables. Il était évident que de telles lésions internes ou cérébrales étaient graves. Une maladie de la substance blanche, ils étaient en difficulté. Et cela était au moins corrélé à ses effets importants sur la santé. Que ressent-on quand la CIA arrive sans prévenir dans votre bureau? Vous pensez que c'est une blague? Wow. D'accord, je veux dire, j'ai littéralement regardé autour de moi, vous savez, mon bureau est au troisième étage et il y a un pont entre deux bâtiments. Et je me suis dit, OK, il y a une caméra cachée quelque part, qu'est-ce qui se passe?
C'est une blague parce qu'ils n'avaient pas seulement mentionné ça, mais ils ont aussi mentionné cela. Certains d'entre eux, un très petit sous-ensemble de ces personnes, avaient affirmé avoir eu des interactions avec des ovnis. Et là, mon cerveau a explosé. Je pensais que j'en avais déjà fini avec ce sujet. Ils vous présentent un problème. Nous avons des scanners, nous avons des IRM, nous avons, vous savez, des images biomédicales de cerveau de personnes qui présentent des lésions que nous ne pouvons pas expliquer. Nous les regroupons un peu au hasard. Et, oups, quelques-uns disent aussi avoir eu des interactions avec des ovnis. Alors, avançons rapidement. Disons 4 ans plus tard, nous avons commencé à collecter. Nous avions les données médicales originales. Une personne de l'équipe qui était neurophysiologiste avec une formation en psychiatrie est allée voir chacun d'eux et a réalisé un examen neurophysiologique et psychiatrique. Car surtout pour ceux qui disaient avoir vu quelque chose d'étrange, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de problème psychologique associé à cela, ou s'il y a un traumatisme, vous savez, un traumatisme mental lié à ce qu'ils pensaient avoir vu ou entendu, vous voulez qu'ils reçoivent le bon traitement. Alors, ce qui s'est passé ensuite, et ce n'était pas moi, c'était le personnel médical, ils ont commencé à aligner la symptomatologie avec ce qu'on appelle les codes CIM. Ce sont les codes internationaux pour les diagnostics. Donc, vous allez chez un médecin et ils, vous savez, ils disent que vous avez la salmonelle, peu importe. Et cela a un code CIM associé. Et ensuite, il y a une façon associée de, vous pouvez aller auprès de la compagnie d'assurance et obtenir un remboursement pour cela. Mais cela vous permet aussi de désigner, eh bien, combien de personnes dans le monde ont ce code CIM qui leur est associé. Ainsi, un syndrome est une situation où vous avez un ensemble de, disons, symptomatologies dont aucune prise isolément n'est suffisante pour qu'on parle de maladie. Par exemple, Ebola n'est pas un syndrome. Ebola est une maladie, mais les syndromes sont comme le syndrome de la guerre du Golfe, le syndrome de la Havane. C'est un ensemble de symptomatologies. Vous pouvez en avoir 10 sur 15 et cela suffit pour vous classer ainsi. Nous avions déjà désigné ce que nous observions comme étant le syndrome d'interférence parce que ces personnes subissaient des interférences vers 2016 environ. Je ne me souviens plus de l'année exacte où le syndrome de la Havane a fait la une des journaux, mais il était clair qu'à la Havane, certains membres de notre corps diplomatique tombaient malades. Certains croyaient que c'était une arme énergétique ou à ondes sonores. Ce qui m'a surpris, c'était la résistance de la communauté. Ce n'était pas seulement les PAN, même pas les PAN, mais simplement la CIA et tous les autres, et le corps médical en général. Oh, c'est impossible, nous n'avons rien de ce genre. Je parlais déjà à des gens du département de la Défense qui disaient, bien sûr, nous avons ce genre de choses. Nous les développons depuis 20 ans, et nous pensons qu'il s'agit d'une nation ennemie ou d'un groupe dissident engagé par une nation ennemie pour nous faire ça. Lorsque nous avons aligné les codes CIM, ils correspondaient, ce qui était super. Nous avons donc pu sélectionner 90 des 100 personnes et simplement les remettre au groupe du syndrome de la Havane qui travaillait déjà au sein du gouvernement. Dire, d'accord, ces personnes sont à vous. C'est ainsi que fonctionne la science. Après avoir catégorisé quelque chose, vous pouvez continuer à l'étudier, mais vous le laissez aux experts. Mais il reste sur la table les données hors de la courbe. Certains avaient déclaré avoir eu des interactions avec des pannes. Nous avons donc poursuivi avec quelques-uns d'entre eux parce qu'ils étaient tellement différents, mais en fait, je suis allé interviewer avec l'équipe médicale plusieurs de ces personnes, juste pour lire leur langage corporel, pour entendre le récit de ce qui s'était passé et le langage corporel, ainsi que les histoires correspondaient aux blessures. Je ne pouvais pas être là pour établir la véracité. Je pouvais seulement écouter ce qui était dit, et donc ces personnes croyaient que cela leur était arrivé. Et c'est suffisant, du moins pour un psychiatre, pour dire « Eh, il y a un problème traumatique ». Ils ont sans doute besoin d'une thérapie pour gérer le traumatisme, qu'il ait eu lieu ou non. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au fil du temps, alors que nous examinions le cerveau de ces personnes, nous cherchions des points communs. Y a-t-il une zone commune dans le cerveau qui est endommagée?
Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y avait une zone du cerveau qui semblait endommagée. Au début, c'était à la tête du noyau codé dans la pomme de terre, et il s'est avéré que ce n'était qu'une densité neuronale. Et vous savez, il existe des moyens de finalement changer le mode d'affichage des données IRM que vous pourriez avoir. Il s'agit en fait de tissus vivants, pas de tissus cicatriciels. Nous nous sommes dit, c'est intéressant car les manuels médicaux ne montrent pas une telle densité neuronale. Alors nous nous sommes dit, d'accord, qu'est-ce que ces personnes qui avaient cette densité avaient en commun? Et est-ce qu'on l'observe dans une population normale? Donc, nous avons en quelque sorte mesuré la densité et à quel point la structure neuronale était dense. Et ensuite, nous sommes allés sur des bases de données en libre accès d'IRM dans le monde entier et nous avons trouvé cela. Oui, c'est là, mais seulement chez une personne sur 100, 10 ou 200. Et pourtant, dans notre groupe de 100 personnes, une grande partie d'entre eux l'avaient. Et donc, ce qui a au moins été supposé, ce n'était pas qu'ils étaient ciblés parce qu'ils l'avaient, c'était qu'ils l'avaient, parce que c'est une caractéristique d'une grande capacité mentale. C'est une caractéristique de l'intelligence, parce que la zone du cerveau, dans le codéputamen, elle se trouve au niveau des ganglions de la base, qui sont en fait l'une des structures les plus anciennes du cerveau, qui est le centre de tout le réseau d'entrée sensorielle et qui, même à cette époque, était appelé le cerveau dans le cerveau. C'est un système subconscient que votre fonction exécutive, donc la perception de vous-même, utilise pour décider je veux faire ceci, puis cela s'active. Ce sont des processus subconscients. Regardez vos émotions, vos capacités, votre environnement, etc. et prenez en une fraction de seconde la décision de la façon dont vous allez naviguer dans une pièce lors d'une fête. Pour éviter cette personne ou pour éviter le serveur qui est sur le point de peut-être faire tomber quelque chose, ce sont des membres du corps diplomatique et des agents de renseignement. Ils doivent utiliser leur intuition, ils doivent utiliser leurs compétences, etc. Et ce qui nous a un peu mis sur la voie, c'est de trouver un article dans la littérature sur des IRM fonctionnels qui ont été réalisés sur des maîtres d'échecs dans une forme de shogi japonais. Et en se demandant quelle zone du cerveau s'active lorsque les gens font un coup intuitif inattendu. Cette zone du cerveau s'est activée parmi plusieurs, mais cette zone du cerveau s'est bien activée. Et puis, quand on le fait une fois, on se dit, d'accord, l'intuition, et ensuite on utilise ce terme comme mot-clé dans Google. Soudainement, on trouve des dizaines d'articles déjà publiés. En fait, quelqu'un, déjà dès l'an 2000, a dit que le codiopotamine est le centre où l'intuition se produit. Quelle conclusion possible peut-on tirer lorsqu'on observe ce groupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un groupe très intelligent et intuitif. Soit a accès à des informations auxquelles les autres n'ont pas accès, soit ils sont sensibles à des informations auxquelles les autres ne sont pas sensibles, ou bien Ils perçoivent mieux leur environnement et peuvent assembler des notions disparates d'une manière que quelqu'un qualifierait d'intuition. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un pouvoir psychique. C'est simplement un système de traitement qui est meilleur pour prendre plusieurs entrées différentes, traiter l'information, puis arriver à ce qui devrait être une conclusion réussie. Et on peut imaginer une évolution. C'est nécessaire. Vous marchez sur un sentier dans la jungle et il y a un mouvement soudain et en une fraction de seconde, il faut prendre une décision pour éviter la mâchoire du jaguar. Docteur Nolan, quel type de blessure voyez-vous lorsqu'il venait vous voir et que vous commenciez à enquêter? La plupart de celles qui étaient si évidentes étaient des maladies de la substance blanche du cerveau, parce que beaucoup de gens signalaient de la confusion et à long terme, ce n'était pas aigu, c'était chronique, ils ne l'avaient pas avant et puis soudainement, ils l'ont eu. Donc, les gens ont souvent mal interprété ce que j'ai dit en pensant que cela a causé le codopotainement. Non, cela apparaît. Et nous avions des IRM de personnes 10, 20 ans plus tôt, et elles l'avaient déjà à l'époque, donc les dommages supplémentaires dans leur cerveau. Si vous regardez les IRM de personnes atteintes de sclérose en plaques, et j'ai quelqu'un dans ma famille qui en est atteint, vous verrez ce genre de poches aléatoires de substances blanches.
On parle généralement de maladie de la substance blanche, mais il s'agit en réalité de tissu cicatriciel mort. Et donc, on aurait dit que certaines zones de leur cerveau avaient littéralement été grillées. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Une arme à énergie. Qu'est-ce qu'une arme à énergie? Ici, on parle souvent d'énergie et de haute vibration. Qu'est-ce qu'une arme à énergie? À quoi cela ressemblerait-il? Vous en avez une dans votre cuisine. Votre four à micro-ondes est une arme à énergie. Je n'ai pas de micro-ondes. Plus maintenant, elle n'en a plus. Je l'ai enlevée. D'accord. Donc, on parle d'une concentration d'énergie qui a été dirigée de façon à pouvoir causer des dégâts, comme un laser d'énergie. Je n'appellerais pas ça un laser, vous savez, ça brûlerait. C'est quelque chose où, vous savez, même à l'époque de l'Union soviétique, des gens disaient tomber malade. Et même à cette époque, les gens pensaient que les soviétiques nous bombardaient avec des ondes sonores qui causaient des dommages, mais à un niveau d'audition où nous ne les entendions pas. Mais ce serait suffisant pour vous déranger, vous savez, au minimum, ou causer des dommages. Mais ici, nous ne parlons pas de son, nous parlons de quelque chose qui serait pénétrant d'une manière à atteindre le cerveau. Je veux dire, les rayonnements gamma seraient un exemple qui pourrait traverser, ou les rayons X, vous voyez? I know, mais à l'époque, parce que beaucoup de ces personnes avaient en fait été rassemblées, les dommages leur étaient arrivés il y a une dizaine d'années. Et donc, vous savez, il n'y avait pas de phaseur portable comme dans Star Trek, vous voyez, il n'y avait rien de ce genre. Les besoins en énergie et l'instrumentation nécessiteraient au minimum une petite camionnette. C'est devenu une controverse parce qu'il y avait une étude des NIH qui avait été réalisée et qui disait que tout cela était des balivernes. Puis l'étude des NIH a dû être retirée parce que certaines personnes au sein du gouvernement se sont révélées. Notre gouvernement avait infiltré la population de patients. Ils avaient payé des gens pour intégrer cette population de patients. Ils avaient en fait détruit les statistiques. Maintenant, à cause de, je pense, vous savez, je ne dirais pas à cause de mes efforts, mais au moins, nous avons contribué au fait qu'il existe maintenant littéralement un site web militaire pour les incidents de santé anormaux. Et donc, tout comme nous l'avons fait avec les pannes, où nous sommes passés d'objets volants non identifiés à phénomènes aériens non identifiés. Donc, en étant scientifique et en essayant de créer un cadre avec un vocabulaire qui ne biaise pas la conclusion, vous savez surtout, je veux dire, comme beaucoup de gens l'ont dit, eh bien, si ça va dans l'espace, ce n'est pas en train de voler, vous savez, parce que voler nécessite de l'air, du moins selon notre définition. Et si ça va sous l'eau, c'est submergé. Alors, les gens ont inventé le terme OSNI, mais il y avait tellement de choses différentes qu'on essayait de regrouper, donc on a choisi phénomènes anomaux non identifiés. Mais c'est la même chose pour le syndrome de la Havane. C'est maintenant classé sous les incidents de santé anomaux comme une catégorie de choses qui pourraient arriver. Il voulait inclure des choses comme le syndrome de la guerre du Golfe et d'autres éléments, je veux dire. Il existe littéralement un site web qui explique aux anciens combattants et aux membres du corps diplomatique travaillant pour le gouvernement comment faire en sorte que leurs problèmes médicaux soient pris en compte. Voici la procédure. Je veux dire, c'est maintenant comme une division de la santé des anciens combattants. Et il est tout à fait possible que certaines de ces choses soient causées par des nations ou des gouvernements adverses. Et littéralement dans les actualités. Au cours des 2 derniers jours, il y a eu des affirmations selon lesquelles le gouvernement américain a capturé et ou obtenu l'un de ces engins auprès d'une nation adverse. Je veux dire, les informations sont très, disons, limitées pour le moment, mais c'est partout dans les actualités ces derniers jours. Je souhaite poser une question sur ce que j'ai entendu lors de la divulgation. Des extraterrestres auraient activé puis désactivé des armes nucléaires américaines et russes. Celles des Russes étaient pointées sur nous. Oui, elles étaient prêtes à l'emploi. Et vous savez, cela suggère qu'il y a une certaine forme d'intérêt pour notre survie. Pouvez-vous commenter cette citation du documentaire et donner du contexte? Je vais légèrement détourner la question à ce sujet. Je ne m'intéresse pas à l'intention ni à l'objectif. Ce qui m'intéresserait, c'est la façon dont cela a été fait. Je m'intéresse beaucoup à la manière et au fait que cela ait été fait. Comment le sait-on? D'accord.
Comment, avec des événements supposés impliquant des pilotes, pouvez-vous atteindre un hélicoptère, désactiver sa navigation et l'empêcher de faire quelque chose? Comment pouvez-vous intervenir auprès d'un pilote qui essaie de lancer un missile et désactiver le bouton? Précisément. Le pilote tente frénétiquement d'allumer l'appareil, mais rien ne se passe. Comment faites-vous ce qui a été prétendu être fait? Vous savez, dans les cas de missiles, dans les affaires de missiles, vous, quoi que vous fassiez, vous avez la capacité de le faire. Je veux dire, je ne peux qu'imaginer que c'est quelque chose. Je veux dire, si vous imaginez que c'est électromagnétique, alors c'est un contrôle de la capacité électromagnétique à une distance qui, vous savez, peut traverser essentiellement une cage de Faraday. Euh, ou alors c'est une forme de compréhension de la physique de l'univers où ils peuvent aller en profondeur et faire des choses que nous ne comprenons pas encore. Et c'est donc cela qui m'intéresse. Comment sait-on que cela a eu lieu? Par les témoignages des pilotes? Uniquement des témoignages, uniquement des témoignages. Et c'est bien sûr là le problème. C'est l'ère de la divulgation. J'ai dit à Jonathan car nous avons reçu Lou Elizondo, j'ai lu son livre et nous avons eu une excellente discussion. J'ai dit, toutes les personnes dont je lisais les histoires, maintenant, je les vois en personne et c'est un peu une ambiance différente. Parce que, en tant que spectatrice, j'essaye d'analyser la véracité en me basant sur une notion subjective que j'ai. Par exemple, je ne fais pas confiance à ses yeux, tu vois, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le niveau de preuve pour un scientifique, disons dans mon groupe, c'est quelque chose que je peux leur donner et qu'ils peuvent reproduire eux-mêmes. Ce n'est pas une histoire, mais de façon intéressante, je vais leur faire confiance quand ils me parlent de leur biologie. Je n'ai pas besoin de retourner dans leur laboratoire ni de surveiller leur postdoc pour le prouver, car je peux mettre en contexte leurs propos avec mes connaissances. Cela me paraît plausible. Je peux maintenant créer des modèles à partir de cela. Donc, malheureusement ou heureusement, en tant que scientifique, je travaille toujours avec ce genre de cadre. J'écoute toutes ces histoires et cette histoire correspond à cela et cette chose correspond à ceci. Et s'il y a de telles preuves, elles sont conservées, n'est-ce pas? Ça peut sembler complotiste, mais suffisamment de personnes se sont manifestées en disant qu'il existe bien une telle chose. Mais cela signifie que le niveau de contrôle sur l'information et le niveau de menace contre ces personnes est extrême. Donc, je suppose que ça ne m'intéresse presque pas, je veux dire, et cela nous ramène aux matériaux. Je veux voir un matériau assemblé avec un niveau de complexité, pas seulement du silicium pur avec différents rapports d'isotopes. Je veux voir quelque chose assemblé qui ressemble à de la technologie, même si cela ne fonctionne plus. Vous savez, des arrangements atomiques que nous ne savons pas ou ne pouvons pas fabriquer publiquement. Eh bien, je me demande, comment réconciliez-vous le nombre de professionnels militaires qui semblent hautement crédibles, qui parlent du fait qu'ils ont vu du matériel biologique, que chaque gouvernement dans le monde a récupéré des appareils et qu'il les étudie. Vous savez, évidemment, beaucoup de scientifiques comme vous n'ont pas vu cela, mais il y a ces affirmations. Comment les réconciliez-vous? Tout ce que je peux faire, c'est me référer aux événements que je connais et aux personnes et dire à mes amis en tant que scientifique, quand tu dis qu'il n'y a pas de preuves, il y en a des tonnes, il y a des camions entiers de preuves, mais une preuve n'est pas une démonstration, c'est une preuve. Ce sont des données contextualisées. Une preuve, ce sont des données sur lesquelles on pose une hypothèse qui dit que ces données sous-jacentes pourraient être expliquées par cette hypothèse et c'est une preuve. Donc, dans un cadre juridique, les avocats, l'accusation prennent des preuves, prennent des données et les appellent des preuves d'un crime. C'est au jury de l'examiner et de dire est-ce que la prépondérance des preuves est contextualisée comme une hypothèse? Les avocats sont comme des scientifiques à cet égard. Ah, c'est suffisant pour condamner ou disculper la personne sur la base des données, ce qui est ainsi. Il y a beaucoup de preuves, alors ne laissez jamais personne dire qu'il n'y a pas de preuves. Il y a beaucoup de preuves, mais les preuves ne sont ni une preuve définitive, ni une conclusion.
Eh bien, et je pense aussi que c'est un concept tellement important, et c'est quelque chose dont nous avons vraiment parlé pendant la majeure partie de l'année dernière dans ce podcast. Depuis la sortie des enregistrements sur la télépathie, beaucoup ont affirmé « La télépathie existe, je l'ai toujours su. Je suis télépathe, mon enfant non-verbal aussi. » Après la sortie, nous avons constaté qu'il y avait deux groupes de personnes. Il y avait des personnes pour qui cette croyance et cette histoire constituaient une preuve suffisante, et puis il y avait des personnes pour qui ce n'était pas le cas. C'était une manière intéressante et fascinante pour nous de commencer à examiner cet aspect de la conscience et de la communication humaine. Mais cela, à lui seul, n'est pas une preuve, n'est-ce pas? Et puis, il y avait un autre groupe qui disait, tout le monde, vous êtes tous fous. À quel moment la conversation à ce sujet en vient-elle à se demander si cela pourrait ne pas venir de cette terre? Est-ce que cela aurait pu exister à l'époque, sans appareil portable et uniquement utilisable dans une camionnette? J'ai parlé à des officiers du renseignement qui disent cela. Nous relions certaines camionnettes à des sociétés écrans détenues par la Russie ou à d'autres incidents similaires. Encore une fois, ce ne sont que des affirmations. Je veux dire, je ne suis pas dans la confidence à ce niveau-là, mais quand je parle aux gens, vous savez, j'ai travaillé avec la commission du renseignement du Sénat à ce sujet. J'ai rédigé un rapport pour eux. J'ai rédigé un rapport pour l'une des commissions sur le COVID et Wuhan disant qu'ils m'ont demandé quel type d'installation serait nécessaire pour concevoir une telle chose. Et donc, j'ai donné une analyse des types de configuration de laboratoire, etc., qui seraient nécessaires. On ne m'a pas demandé d'analyser les données, on m'a juste demandé de dire si vous vouliez le faire, quelle taille d'installation serait nécessaire pour y parvenir et quel type d'instrument. Parce que ce qu'ils allaient faire avec ces informations, c'était probablement de vérifier s'ils avaient accès à des reçus documentés où les choses se passaient, vous savez, où de l'argent circulait pour le faire. Je n'ai absolument aucun avis sur le fait que cela ait été ou non orchestré, mais certainement, euh, vous savez, que ce soit orchestré ou que cela se soit produit sur ce marché. Cela vous montre le danger de mettre ensemble des animaux d'origine diverses qui peuvent partager un vecteur viral commun. Parce que c'est le mélange et l'association de fragments de génome provenant d'organismes différents qui permettent à quelque chose de se former. Cela pourrait créer ce qui est devenu le COVID, que cela ait été fait intentionnellement ou accidentellement. Cela vous montre que mélanger et associer des fragments d'ADN provenant de virus pathogènes n'est vraiment pas quelque chose que je vous recommanderais de faire. Et voici mon témoignage personnel sur les raisons pour lesquelles je pense que cela a dû être créé en laboratoire. Quand j'ai eu le Covid, je ressentais chaque jour un nouveau virus, c'est ainsi que je le disais, et j'ai aussitôt repensé à mes connaissances en génétique. J'avais vraiment l'impression que quelque chose s'activait, puis autre chose, ce qui faisait penser à un virus différent. Et j'ai dit cela bien avant toute controverse. J'ai dit, ça ne ressemble à aucun virus organique que j'ai jamais eu. Il s'est avéré que j'avais raison. Mais on a déjà eu ce genre de choses auparavant, non? La grippe de, je ne sais plus, des années 1920 ou 1910 était un tel virus. Et nous avons presque créé le terreau parfait pour que ce genre de choses se produisent, où nous avons des poulets, des oiseaux et des canards à côté des cochons, où des humains travaillent, tout cela se mélange. Vous savez, ils se mangent tous entre eux et vous voyez, et la grippe est un virus avec comme un génome multipartite, ce qui lui permet d'échanger facilement des fragments. Donc, si vous êtes co-infecté par une grippe aviaire et disons une grippe humaine classique, quelque chose provenant de la grippe aviaire pourrait se transférer et créer un monstre. N'est-il pas possible que l'échantillon que vous examinez soit simplement composé de personnes qui ont déjà, à la base, un système cardiaque plus développé pour contenir cela? Oh oui, c'est parce qu'ils étaient intelligents. Donc, l'idée serait que ces personnes sont plus susceptibles d'avoir vécu cette expérience, ou bien c'est simplement l'environnement dans lequel elles se trouvaient, à cause de leur, disons, intelligence et intuition. C'est une malheureuse collision entre des personnes intelligentes et, vous savez, un environnement où elles vont être ciblées. Mais il y avait une excellente hypothèse. Alors, ce que nous avons fait, c'est que, d'accord, eh bien, testons l'hypothèse.
Allons examiner des centaines de cerveaux. Voyons simplement s'il existe le moindre indice de corrélation dans de grandes populations entre la connectivité du cerveau et l'intelligence. Nous avons donc développé des algorithmes, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Nous avons commencé à développer des algorithmes capables d'analyser des IRM, prendre les voxels, les pixels en 3 dimensions, et identifier les zones du cerveau, dessiner, localiser où se trouve le noyau codé, toutes les différentes zones du cerveau ainsi que les faisceaux reliant ces zones entre elles, parce que l'information doit circuler d'un endroit à un autre à travers ces faisceaux et se demander, bon, est-ce qu'il y a des corrélations avec l'intelligence, etc. Et ce que nous avons utilisé dans notre échantillon, ce n'était pas seulement des personnes dites normales, mais aussi 2 groupes très bien mesurés de personnes atteintes soit de schizophrénie, soit de troubles du spectre autistique, ainsi que d'autres troubles également. Comme ils avaient rassemblé les personnes dites normales associées et ont dit, bon, elles ont été évaluées psychologiquement et l'intelligence, les capacités, etc. Et voilà que sur presque toutes les mesures positives de ce qui, selon nous, distingue les humains des animaux, ils se sont démarqués. Le codate potamine était l'un des principaux, sinon le principal. Le codate était un composant majeur de façon statistiquement significative. Et nous avons publié 3 articles dans des revues de neurophysiologie, et cela a été fait avec le laboratoire Modi à Harvard. Elle est une experte en sciences humaines, l'autisme. Et la raison pour laquelle nous les avons choisis comme, disons, des points de repère, c'est à cause de vous. Du côté, disons, de la schizophrénie, il y a, vous savez, à mesure que l'on se rapproche de la schizophrénie franche, disons que cela pourrait être exploitable d'un point de vue psychiatrique. En fait, on commence réellement à observer un mouvement vers la créativité. Très souvent, les schizophrènes voient des choses et des liens qui n'existent pas, et c'est sur cet axe que se situe la créativité que les scientifiques utilisent pour voir des connexions que d'autres ont manquées. Aujourd'hui, on parle de neurodiversité, c'est le terme général. Sur l'autre axe, il y a une forme de concentration et de haut niveau de fonctionnement que l'on retrouve chez de nombreux autistes qui, vous savez, ne peuvent pas tenir une conversation et présentent des troubles sociaux, disons à l'extrême opposé. Mais si vous leur demandez la racine carrée d'un grand nombre, ils répondent instantanément. D'où cela vient? Comment font-ils ce calcul? Nous avons donc pensé qu'il serait de bons points de comparaison pour pouvoir dire, eh bien, vous savez, le long de cet axe, quels aspects du cerveau changent. Et nous avons en fait trouvé, au moins pour de bonnes, disons, propositions de ce à quoi ressemble la signature du cerveau dans l'autisme. Et voici une signature de la schizophrénie. Ce qui, vous savez, je veux dire, c'était, appelons ça, de l'apprentissage automatique primitif à l'époque. Aujourd'hui, il existe des choses bien meilleures où maintenant vous pouvez commencer à penser à des diagnostics pour, vous savez, vous avez réellement cela. Mais voici quelque chose d'intéressant que nous avons sauté avec le codipotamine. Nous avions dans notre groupe des individus qui participaient à l'étude en tant que scientifiques, disons que nous savons être des personnes très performantes, vous savez, des gens intelligents, et donc, nous les avons examinés, plusieurs d'entre eux, ainsi que leurs membres de famille, et nous avons trouvé 2 choses. Il était plus probable qu'il y ait des couples mari et femme qui l'avaient, et leurs enfants étaient aussi plus susceptibles de l'avoir. Les intellos se marient entre eux et font des enfants intellos. Et ils font des intellos. Donc, pour moi, cela remonte à mon héritage et à la génétique. Je pensais que tu allais dire ton héritage d'intello. Mon héritage d'intello et, tu sais, donc bien sûr de façon narcissique. J'ai fait tester ma famille et tu sais, on n'était pas les meilleurs, mais on était dans la moyenne en progression. Tu sais, ben, il y a plein de gens en ligne sur Twitter ou Reddit qui disent que je suis un idiot, tu vois, ça me va, tu sais, mais je devrais juste montrer mon parcours et dire que je suis peut-être un idiot. Et il m'arrive de parler à tort et à travers, mais j'ai quand même parfois quelques réussites à mon actif. Je me demande si tu peux parler de certains des métaux, de certains des fragments que tu as examinés et que tu as pu analyser.
Tu sais, je pense à du silicium pur à 99,999% et à des rapports d'isotopes de magnésium qui ne correspondent généralement pas à ce que l'on observe sur Terre. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous du type d'analyse que tu peux faire et de ce que cela signifie quand quelqu'un te dit «ça vient de Roswell». Et ce n'est pas un élément qui existe sur cette planète, il doit venir d'une autre planète. Quelle est ta méthode d'approche? Quelle est ta méthode d'analyse? Et qu'est-ce qu'on peut affirmer avec certitude? Une fois que nous avions retiré les 90 personnes environ atteintes du syndrome de la Havane, il restait ces 10 personnes avec, tu sais, certains prétendaient, appelons-les des expérienceurs. Et donc, cela m'a mis en contact avec d'autres scientifiques, des scientifiques sérieux qui étaient déjà impliqués dans l'étude à l'époque des ovnis, et quelques-uns d'entre eux affirmaient avoir travaillé sur des programmes maintenant revendiqués. J'ai deux visions, ce qui me fait toujours revenir à l'aspect médical ou aux métaux. Um, si je pouvais obtenir un morceau de quelque chose qui n'a pas été fabriqué sur cette terre, nous avons accès à tous les éléments autant que nous le sachions, sauf ce qu'on appelle la soi-disant île de stabilité, où il pourrait y avoir des éléments au-delà de l'uranium, etc. Théorique, mais je peux examiner des choses et voir si elles sont assemblées d'une manière que les humains ne savent pas faire actuellement, n'est-ce pas? Ou que ce serait difficile à faire. Et donc, quelques-uns des matériaux qu'on m'a donnés. Celui que je trouve le plus intéressant était un morceau de métal provenant du soi-disant incident d'Ubatuba. Un autre venait de l'incident de Council Bluffs, et le troisième était une pièce dite Arts Parts de Roswell, le matériau en couche. Quelle est la taille des morceaux analysés? Eh bien, celui de Council Bluff, je veux dire, on m'a récemment demandé de réanalyser un morceau et il était aussi gros que votre tête. Waouh! Mais les morceaux que j'ai analysés étaient minuscules. Je veux dire, les techniques d'analyse utilisent quelque chose qu'on appelle la spectrométrie de masse, où l'on peut examiner des quantités infimes de matière. Donc, l'Ubatuba a une histoire assez intéressante. Donc, un pêcheur, selon ses dires, voit un objet lumineux près du rivage qui semble lâcher quelque chose ou exploser, puis il ramasse des morceaux de cet objet. D'une manière ou d'une autre, cela finit par arriver chez un journaliste au Brésil. Une analyse révèle qu'il s'agit de magnésium presque pur. D'autres morceaux arrivent jusqu'au Mexique, également par l'intermédiaire du même journaliste. Mais tout le monde dit que c'est du magnésium, alors j'obtiens un morceau de ce truc. Et nous avons utilisé un type de spectromètre de masse appelé Chimica NanoSIMS. C'est un spectromètre de masse à secteur magnétique. Avec cela, vous pouvez déterminer extrêmement précisément les rapports des éléments et même des éléments qui ont le même poids. À cause du neutron plus du proton, vous pouvez les distinguer car cet instrument perçoit même une différence de 0,00 quelque chose après la virgule. Quelqu'un nous ayant dit que c'était du magnésium, nous avons réglé les détecteurs sur celui-ci car on ne peut en faire que 6 ou 7 à la fois. Et puis, nous avions un temps limité sur l'instrument, alors nous avons utilisé les autres pour le faire. Et ce qui en est ressorti d'intéressant, c'est que certains des morceaux du Batuba avaient des rapports de magnésium absolument parfaits et que les autres avaient des rapports complètement différents. Je me suis dit, c'est vraiment étrange. Toutes ces analyses ont été faites sur le même instrument au même moment, côte à côte. Donc, ce n'est pas comme si quelqu'un était intervenu entre les expériences pour les modifier, et bien sûr, nous avons fait des doublons pendant l'expérience, et les mêmes morceaux montraient la même différence. D'accord, donc j'en ai parlé ouvertement, et Jacques Vallée en a parlé aussi parce qu'il était à l'origine des échantillons que j'ai reçus. Um, des années plus tard, uh, j'ai eu accès à la tomographie par sonde atomique que vous pouvez obtenir si vous le souhaitez. Il peut essentiellement démonter un tout petit morceau de matériau atome par atome et déterminer leur position relative. À 5 angstroms près, cela ne suffit pas pour déterminer la structure, mais cela donne la composition présente. Alors nous l'avons fait et c'était vraiment étrange. C'était entièrement du silicium. Mais je me suis dit, j'ai vu, vous savez, il y a 5, 6 ans, 10 ans du magnésium.
Et puis j'ai vérifié la sensibilité de l'instrument, et la sensibilité de l'instrument était telle que même s'il s'agissait d'un élément en trace mineure dans le silicium, nous l'aurions détecté. J'ai alors commencé à parler avec des personnes qui avaient déjà analysé le composant de magnésium et qui disaient c'est du magnésium. Et l'un d'eux m'a même contacté et m'a dit Gary, tu as fait une erreur. J'ai répondu non, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai obtenu ceci à partir d'une chaîne de preuves revendiquée. Toi, tu as obtenu le tien à partir d'une affirmation. Peut-être qu'il y avait deux matériaux et aucun de nous n'a tort. Ils ont juste suivi des chemins différents. J'en ai eu un, ils ont eu l'autre. Je veux dire, il n'y a aucun doute quant à la crédibilité scientifique de Powell, qui a fait la première analyse, et de Swords, qui a fait la première analyse. Donc, dans les données que nous avons recueillies grâce à la tomographie par sonde atomique, la sécurité aéroportuaire américaine, je n'ai pas vu ça, Dieu sait pourquoi je ne l'ai pas vu. Les rapports isotopiques du silicium étaient faux. Et moi, j'ai gardé ces données pendant 5 ans et je m'en veux parce que je ne les cherchais même pas, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, les chiffres, tu n'y penses pas. Et c'est seulement parce que je travaillais avec des gens en physique appliquée ici à Stanford, tu vois. Ils ont dit, hey, as-tu vérifié les proportions de silicium? Et j'ai dit, et j'ai regardé ça, et j'ai dit, oh, ils se trompent, ils sont complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord, il est très difficile de fabriquer du silicium pur à 99,99%. Je veux dire, nous le fabriquons. À l'époque où cette pièce était censée provenir, nous commencions à être capables de le fabriquer et il était utilisé pour la nanofabrication au silicium. Et en fait, je ne sais pas quand les cellules solaires ont été développées, mais cela pourrait aussi avoir été à peu près à cette époque. Mais alors, pourquoi l'auriez-vous fait exploser au-dessus d'une plage à Ubatuba? Tout d'abord, c'est ce genre de niveau. Donc ce n'est la preuve de rien, c'est plus que ça. Voici les données. Les données ont-elles été correctement collectées? Maintenant, posons des questions, ne tirons pas de conclusions hâtives en disant que cela vient d'un ovni. D'accord, donc les proportions étaient tellement éloignées que, en fait, par hasard, l'un des gars avec qui je travaillais, un physicien d'un niveau de compréhension tel, il a dit, eh bien, les proportions étaient décalées, elles étaient augmentées. Il y avait moins de 28, plus du suivant et encore plus du suivant, comme si tout avait été décalé vers le haut. Comment fais-tu ça? Tu pourrais en fait le faire en bombardant l'échantillon avec des neutrons qui forceraient leur chemin dans le noyau. Ajoutant et transforme-le de silicium 28 en silicium 29. Il a ensuite calculé, en utilisant ce qu'on appelle la section efficace et toutes sortes de choses, la quantité d'énergie nécessaire pour accomplir cela, compte tenu de la quantité de matériaux à laquelle nous avions accès. Et c'était bien au-delà de ce que quiconque faisait à l'époque ou même fait aujourd'hui, donc c'était intéressant. Il est ensuite allé examiner les rapports de magnésium que nous avions observés et il a vu que le même schéma exact s'y trouvait aussi, ce qui signifie que même s'il y avait eu des traces de magnésium, elles auraient également été déplacées vers le haut de l'échelle avec à peu près le même neutron. Maintenant, ce n'est qu'une hypothèse, c'est juste que voici les calculs qui montrent que ces chiffres sont corrélés. Mais ensuite, il faut se demander, d'accord, les données sont réelles parce qu'elles ont été recueillies avec le spectromètre de masse à plusieurs reprises. Un humain n'aurait rien pu faire avec des neutrons ou quoi que ce soit d'autre. Il aurait pu purifier chacun des isotopes des éléments individuels, ce que nous faisons tous les jours aujourd'hui, je veux dire, mais l'échelle à laquelle cela se fait est coûteuse. Oui, mais pourquoi ça explose au-dessus d'une plage? Pourquoi le mélanger dans le rapport correspondant à l'exposition permise par la densité de neutrons? Donc, un scientifique fou de Stanford, dans 30, 40, 50 ans, serait, tu sais, amené à se tromper à ce sujet. Donc, ça revient à mon idée principale. C'est la donnée qui compte, pas la conclusion. Et le magnésium bismuth? Peux-tu expliquer ce qui s'est passé avec ça? Nous avons trouvé de légères variations dans le ratio de magnésium qui était présente, mais pas suffisamment pour sortir de la variation statistique. Et peut-être d'autres façons dont il a été fabriqué. Mais ce qui était intéressant, c'était la superposition et la manière dont cette superposition s'est produite. Vous avez trouvé une superposition dans le magnésium, de l'oxyde?
C'est entre les couches de magnésium. Et ce qui était vraiment clair, c'est que au moins, même avec certains des plus gros morceaux, l'objet avait été exposé soit à une forte chaleur, soit à une forte pression. Sean Kirkpatrick dit que c'est une enveloppe de missile. Pourtant, Sean, personne n'en fabrique de telles. Oui, et comme tu le dis, aucun de ces éléments n'est la preuve irréfutable. Si tu cherches une preuve irréfutable, ce n'est pas ça. Mais je voudrais quand même te donner un peu l'occasion de parler de la Fondation Sol, parce que tu l'as cofondée avec l'anthropologue Peter. C'est Skafish? Skafish, et en fait David Grush aussi, donc il ne faut jamais oublier David. Je n'oublierai jamais David. Et aussi, Avilob travaille avec toi. C'est un ami du podcast, donc nous avons d'autres personnes en commun. Il fait partie du projet Galileo. Je veux dire, nous ne travaillons pas directement ensemble. Je l'adore et j'adore sa défense du fait de poser des questions. Oui, eh bien, parlez-nous de la Fondation Sol. Pourquoi l'avez-vous créée? Comment cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé pour vous en ce qui concerne les réactions négatives que vous pourriez recevoir ou le scepticisme que certaines personnes peuvent avoir? La principale raison, je pense, d'avoir créé la Fondation Sol était de créer un périmètre au sein duquel des scientifiques raisonnables ou des personnes raisonnables intéressées par ce sujet pourraient se réunir. Sans, disons, vous voyez certaines de ces conférences sur les ovnis qui ressemblent tout simplement à des cirques. Je suis allé à l'une d'elles une fois et je me suis demandé ce qui se passait. Ce n'est pas de la science et vous savez, je ne discrédite pas ce qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire promouvoir la connaissance. Ce n'est tout simplement pas le genre de conférence auquel je suis habitué. Et donc, nous voulions un endroit où, si nous devions organiser, disons, un symposium ou créer, disons, des communautés en ligne où les scientifiques pourraient parler à d'autres scientifiques des idées et simplement les rationaliser. Et pour moi, au fil de la décennie, cela m'a permis de comprendre les types de rhétorique qui étaient utilisés contre nous et les formes de logique tordues. Ce sont des pièges que des personnes comme Mick West utilisent. Je suis désolé, Mick, j'aime bien Mick. C'est soit intentionnel, soit un simple manque de compréhension du fonctionnement de la science. Il existe de nombreuses formes de rhétorique que vous pouvez utiliser pour réduire votre adversaire au silence et il faudrait tellement de temps pour les déconstruire, qui ne sont tout simplement pas admises dans le discours scientifique courant. Donc, je voulais, au moins au début, quand je suis arrivé sur Twitter, je suppose, apprendre à la communauté que, regardez, si vous voulez être pris au sérieux, voici les règles et voici comment vous devez faire. Et cela a finalement mené à la création de Sol, qui n'était pas censé être autre chose qu'une ressource académique ou une organisation à but non lucratif inspirée par le monde universitaire, pour permettre aux gens de se rassembler, d'avoir des discussions rationnelles. Et vous savez, même au début, avant même Sol, des gens sont venus me dire, tu sais, Gary, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai pu les faire taire en les mettant dans l'embarras en disant, eh bien, ce ne sont que les données. Je ne tire aucune conclusion. Et ma réplique habituelle, qui a fonctionné la première fois que ce type m'a coincé dans un bar, et je disais, tu ressembles plus à un prêtre qu'à un docteur en philosophie. Je veux dire, j'aurais aussi bien pu lui jeter un seau d'eau froide au visage. Parce que j'ai dit, tu es dogmatique. Et si tu faisais jamais quelque chose comme ça dans un contexte scientifique, tu serais excommunié, tout comme les prêtres pourraient le faire avec toi. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne crois pas tout ce que tu lis dans les journaux. Je n'ai pas dit ces choses. Mais, tu sais, on permet à SETI de parler de civilisation sur des étoiles lointaines, mais le problème que j'ai avec SETI, c'est qu'ils sont satisfaits. Tant que c'est à 400 années-lumière, tu vois, on ne pourra jamais le prouver ou le réfuter, tu comprends? Et donc, ce signal qui était censé venir d'une des étoiles locales sur la planète où ils pensaient voir des signes de vie, je crois que c'était du sulfure d'hydrogène ou quelque chose comme ça, a été publié et a été disséqué par d'autres qui ont suggéré que ce n'était pas correct. Tu es en train de nous entraîner directement dans un petit jeu.
Nous allons lire une citation et tu nous diras si tu l'as dite ou si tu y crois. Je pense qu'une intelligence avancée utilise des intermédiaires comme test d'intelligence. Vérifie si tu peux vraiment voir ce qui est devant toi et ce qu'il cache. Donc, j'ai dit quelque chose comme ça, ou même si c'est une citation directe, mais ça, c'était après que j'ai dit que s'ils étaient là, ce serait comme ça. Donc, toutes ces choses qui sont dites manquent le contexte initial où je dis jouons à un jeu de réflexion. Et donc, si c'est le cas, pourquoi n'utiliseriez-vous pas un avatar? Et je l'ai dit directement. Pourquoi n'utiliseriez-vous pas une forme avancée de drone que vous déployez? Parce que qui voudrait s'aventurer au milieu? Nous sommes juste une bande de singes en colère. Notre équivalent serait, est-ce que vous iriez au milieu de, une tribu amazonienne toujours réputée pour le cannibalisme? Utilisez le mot cannibalisme et dites simplement salut, me voilà. Oh oui, voici le dîner. Tu vois, c'est comme si tu utiliserais des intermédiaires d'une certaine sorte. Je veux dire, je soupçonne que, tu sais, quand les humains seront assez avancés, on n'en verra pas, à moins qu'on développe d'une manière ou d'une autre un moteur à distorsion. Tu sais, on enverra une sorte d'IA avancée là-bas. Ça pourrait, tu sais, finir quelque part. Et si elle a besoin et qu'elle trouve quelque chose qu'elle pense être, oh, c'est une civilisation. Elle n'enverra sans doute pas de signal disant eh, me voilà, car il pourrait juste répondre tu es fini. Peut-être que si nous étions assez avancés avec notre propre IA, nous créerions quelque chose. Je veux dire, Robin Hansen dit « Nous sommes tous simplement gardés dans un grand enclos sur cette planète jusqu'à ce que nous essayions d'en sortir. » C'est simplement une idée raisonnable. Dans l'expérience de pensée où nous enverrions une IA et l'hypothèse du zoo de Robin Hansen. Alors il y a cette expérience qui se déroule sur Terre et qu'ils surveillent d'une certaine manière. Soit ils espèrent que nous survivions à l'évolution technologique en cours afin d'acquérir la sophistication nécessaire pour envoyer une intelligence artificielle ou une technologie dans l'univers pour établir un contact. Ou alors ils espèrent que nous nous autodétruisions et ne posions pas problème. Tu paries sur l'une de ces options? S'il y a quelque chose ici, c'est clairement ce serait une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. Vous voyez, je tombe toujours dans ce travers, dans cette façon de parler, où on dirait que je parle de c'est plutôt que de si c'est. C'est juste, vous savez, pour les besoins de l'argumentation. Vous savez, disons simplement que c'est parce qu'il faut commencer comme ça pour vérifier si tout est, vous savez, indéterministe. Vous ne pouvez jamais emprunter un chemin parce que vous avez essentiellement créé tellement d'insuffisances préalables que vous savez, donc vous parcourez en quelque sorte ces chemins mentalement. Si je le faisais et que j'avais une vision du temps plus vaste et que j'étais déjà là depuis 20 ou 30 millions d'années, je pourrais être patient. Les gens ont du mal à gérer une telle échelle temporelle. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés en 100 000 ans, regardez jusqu'où nous allons en 1000 ans. Donc, quelqu'un est là depuis 20 millions d'années. Appelons-les les anciens ou peu importe. Ils ont vu des espèces comme la nôtre apparaître et disparaître. J'aime la diversité de la biologie. J'aimerais voir ce qui se passe quand on n'intervient pas, n'est-ce pas? Existe-t-il des voies d'évolution et des formes d'intelligence qui pourraient émerger que si nous n'intervenons pas, si quelque chose intervenait trop, ils créeraient seulement une autre version d'eux-mêmes. Mais s'ils nous laissent évoluer un peu plus naturellement, peut-être que nous deviendrons un partenaire intéressant. Dans 5 millions d'années, Aussi, et c'est quelque chose dont nous n'avions pas prévu de parler, mais je pense que c'est... Enfin, tu l'as mentionné brièvement dans un autre contexte, tu vois. Pour les personnes qui cherchent à élargir leur conscience, pour celles qui entrent en contact avec des choses en dehors de ce domaine de conscience, pour celles qui parlent, tu sais, un peu de ce champ quantique de l'expérience, et tu sais, tout ce qui s'est passé se passera, est en train de se passer. Le temps n'est pas linéaire, tout cela. Il y a aussi cette belle intersection de ce qui arrive quand on laisse simplement les choses être. Que se passe-t-il si on n'a pas besoin de tout comprendre, mais qu'on peut simplement exister, interagir et voir ce qui en découle? Et c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent dans un état méditatif, sur lequel ils choisissent de se concentrer et, tu sais, approfondir un peu plus.
Tu as évoqué 2 fois un sujet que je ne comptais pas aborder, mais puisque tu l'as fait, je veux te donner l'occasion de parler de ton enfance et de ce que tu as vécu, autant que tu le souhaites. Vers 1967 ou à peu près, j'ai vu des petits bonshommes dans ma chambre. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Nolan? Je me suis réveillé. Tu étais réveillé. Je crois que j'étais réveillé. J'ai vu des petits bonshommes dans ma chambre. Au début, je pensais que c'était mon frère qui avait 4 ans de moins que moi et ah, je me souviens ne pas pouvoir bouger. Donc, les gens appelleraient ça une paralysie du sommeil, d'accord? Pourquoi j'imaginais ces personnes ou quelque chose me regarder par la fenêtre, je ne sais pas. Ce n'est que 20 ans plus tard, étudiant en master à Stanford, que je suis tombé sur un livre dans une librairie d'occasion. Je lisais alors presque uniquement de la science-fiction. Sur la couverture du livre, il y avait ce que j'avais vu dans ma chambre et j'ai failli craquer. Je me souviens avoir laissé tomber le livre au milieu de la librairie d'occasion sur California Avenue. Si quelqu'un veut vérifier si une telle librairie existait pour me prouver tort ou raison, allez-y. Elle était là et je peux même dire à peu près où sur California Avenue. Donc pendant 20 ans, tu as juste gardé ça pour toi, tu n'as rien dit? Tu n'en as parlé à personne? Je n'en ai parlé à personne. Je me souviens l'avoir laissé tomber, mais je ne me suis pas tout de suite retourné pour commencer à l'étudier. Mais cela m'a amené à lire les livres de John Mack, et là-dedans, il y avait les mêmes images, et je me suis dit, c'est étrange maintenant, tu sais, ça pourrait être, tu sais. Tout cela pourrait s'expliquer par quelque chose qu'on appelle, tu sais, l'inconscient collectif jungien, que nous partageons une structure mentale commune, que dans les états de rêve, etc., des archétypes apparaissent. Donc, cela aurait pu être simplement un archétype de l'inconscient collectif jungien. Ce n'est pas que nous soyons une sorte d'esprit de ruche, mais que nous avons une génétique qui le fait. Cela a duré quelques semaines. Ma mère a dit que c'était de mauvais rêves, puis ça s'est arrêté. Fin de l'histoire, et je ne m'en suis jamais souvenu à nouveau. Ou, vous savez, aucun souvenir d'enlèvement ou quoi que ce soit de ce genre, juste un moment unique dans ma vie. Um, Vous voyez, une autre fois, c'était quand j'étais livreur de journaux. Euh, J'avais une tournée de journaux assez grande qui couvrait une très vaste zone dans le Connecticut. Et c'est en traversant un peu dans les bois là-bas que cet objet est passé juste au-dessus de ma tête avec des lumières. C'était, vous savez, je veux dire, je n'ai vu que les lumières et une sorte de silhouette vague qui est passée silencieusement au-dessus de ma tête. C'était à la hauteur des arbres. Quelle taille ça avait? J'estime qu'il faisait entre 10 et 12 mètres de large. C'était ces genres de moments où on se demande qu'est-ce que c'était. Encore, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais vous savez, euh, assez pour marquer la mémoire. Donc, quand j'entends d'autres raconter des histoires plus détaillées, je ne pense pas tout de suite qu'ils sont fous. J'aime simplement collectionner les histoires parce que les histoires et les anecdotes, quand elles commencent toutes à se recouper, je me dis, d'accord, pourquoi elles correspondent? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, et tu as parlé en 1994 de cette affaire au Zimbabwe, et j'ai vu le documentaire à ce sujet. Tu sais, est-ce que tu peux faire en sorte que 60 enfants racontent tous le même mensonge en même temps? Non, est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils aient tous le même témoignage en même temps? Ce n'est pas comme s'ils étaient tous dans la cour et qu'ils avaient eu l'occasion de se mettre d'accord sur cette histoire. Et c'est très inhabituel pour des enfants de cet âge de pouvoir inventer quelque chose comme ça. En y réfléchissant, ont-ils vécu une expérience collective? Historiquement, cela s'est déjà produit. Mais c'est quelque chose de très très spécifique, tu sais, je pense, comme tu es en train de l'exprimer. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas forcément dire ce que c'est, mais on sait ce que ce n'est pas. Mais il y a quelque chose ici. Je veux dire, certaines personnes diraient que tu as reçu ces expériences parce qu'ils savaient que ton cerveau accomplirait des choses incroyables. Cela t'a permis d'avoir accès à ce niveau de données et d'analyse. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été choisi? Non, je ne pense pas. Oui, mais ça me paraît toujours aussi narcissique. Je préférerais qu'on dise que si tu as un état cérébral, ou bien
Et encore une fois, ben, je suis une forme d'intelligence qui reconnaît les données en dehors de la courbe. Et quel que soit cet événement déclencheur, has a- la capacité de te reconnaître. En le voyant, il pourrait dire, oh, super, voilà quelqu'un qui peut me voir. Je ne sais pas non plus, mais Jonathan parle souvent d'énergie, de travail, de ressenti, et certaines personnes sont intuitives. Et moi, je suis toujours du genre, je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment, ça ne me parle pas, mais j'y réfléchis. Comme la façon dont les personnes qui sont guérisseuses ou la façon dont les personnes qui sentent qu'elles peuvent voir les problèmes que tu as et les extraire, tu vois, même un bon psychothérapeute, non? Ce sont des personnes qui perçoivent les choses différemment, connectées à autre chose. Il faut tout pour faire un monde, tu vois. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander à propos de cette ouverture que tu as. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis un bon scientifique, c'est que je suis capable de reconnaître les données qui sortent de la courbe. Écouter les étudiants présenter leur travail tous les 2 mois, vous savez, et ils passent rapidement, ils montrent les données, et puis, vous savez, on les voit, et j'attends une seconde, revenez quelques diapositives en arrière, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que si vous êtes scientifique, vous ne pouvez pas simplement utiliser les données qui vous plaisent. Et je suis désolé, je vais utiliser Mick West comme exemple. Il est très doué pour dire, cet élément prouve que c'est une mouette. Vous savez, et moi, vous savez, je suis. Mais cela exclut toutes les autres observations contre mouettes qui ont été faites à l'époque. Et ce genre de sélection des faits n'est tout simplement pas autorisé dans la vraie science. Je veux dire, CBS News m'a appelé pour essayer de me faire une interview pour débattre avec lui. C'était il y a seulement quelques semaines et j'ai dit sans aucun doute jamais parce que je suis jamais parce qu'il fait ça tout le temps. Je n'ai pas le temps de décortiquer chacun de ces arguments et la science n'est pas un concours de popularité. Je ne vais pas m'asseoir devant un public qui est en gros une sorte de Jerry Springer show pour débattre avec quelqu'un qui ne comprend même pas la différence entre données, preuves et démonstrations. Il ose se qualifier de sceptique. Non, son site web s'appelle Metabunk. C'est un démystificateur. Il arrive à l'histoire avec des idées préconçues et je ne veux pas m'en prendre à lui, mais c'est le genre de personne qui, sérieux, les gens devraient simplement ignorer. Parce que c'est comme, je suis scientifique, je suis né sceptique ou j'ai été formé pour être sceptique, je suis sceptique même envers mes propres idées. Je veux vous poser encore une question avant de vous laisser partir. Et vraiment, j'adorerais prendre un café avec vous parce que j'ai beaucoup d'autres choses que j'aimerais vous demander. Pensez-vous, avec tout ce que vous savez, rassembler, voyez et à quoi vous avez participé dans le documentaire L'ère de la révélation? Pensez-vous que nous sommes en danger, que ce soit physiquement ou existentiellement? Y a-t-il une menace imminente, potentiellement soit de la part de forces adverses au sein de ce système solaire, soit venant de l'extérieur du système solaire? Il ne serait une menace que s'il désirait quelque chose que nous avons. Nous t'avons, je te propose, voici Gary. Merci beaucoup. Mais s'ils atterrissent et ouvrent la porte, je monte à bord. Tu sais, j'ai eu 65 ans il y a 2 jours. Alors, Joyeux anniversaire. je me dis, ben, j'irais bien vivre cette aventure, tu vois. Mais non, en fait, pas du tout. Et peut-être que c'est juste parce que je suis optimiste, mais je suis aussi pragmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment, à part l'écosphère, Nous faisons tout pour détruire. oui, ils peuvent trouver cela dans des milliers d'autres endroits. Waouh. Tu sais, il n'y a aucune ressource, il n'y a rien de ce qu'on pourrait vouloir, des ressources dans la savane africaine, mais il y a certains animaux qui vivent là-bas et qui ne peuvent vivre nulle part ailleurs. Alors peut-être qu'on devrait simplement les laisser vivre aussi longtemps qu'ils le peuvent, jusqu'à ce que le climat change de façon si radicale, mais vous savez, les espèces apparaissent et disparaissent parce que les climats changent. Au cours de l'histoire géologique, vous savez, je dis souvent aux gens, écoutez, en termes géologiques, vous n'avez jamais compté et vous ne compterez jamais, vous savez, à l'échelle de l'histoire, c'est la force collective qui compte. Donc non, je ne le vois tout simplement pas. Je veux dire,
Les gens disent toujours, oh 2026, oh dans 10 ans, il va se passer ceci ou cela peut-être. Si je ne peux pas le contrôler, je ne vais pas m'en inquiéter. Je peux préparer des plans de secours, disons, mais je ne vis pas. Je ne suis pas intéressé à vivre dans un monde post-apocalyptique où je ne peux pas commander quelque chose sur Amazon et le recevoir le lendemain. Tout ce qu'une société avancée aurait à faire si elle voulait nous anéantir, c'est de faire ce qui est arrivé aux dinosaures. Trouver un gros rocher, le diriger vers nous, et vous savez, c'est la fin de la vie sur Terre et on recommence. Et ça, c'est la vision optimiste du docteur Gary Nolan. C'est qu'ils ne l'ont pas encore fait, donc je ne pense pas que nous soyons en danger à court terme, que quelqu'un le refasse de sitôt. Je dormirai tranquille en pensant à cela. Docteur Nolan, merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre franchise. Et oui, j'apprécie vraiment vos contributions au domaine en général, ainsi que la précision avec laquelle vous êtes à l'aise d'en parler. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. Ce fut une discussion agréable. Le fait qu'il ait mentionné, il l'a mentionné 2 fois, qu'il avait une expérience personnelle, je ne pouvais pas laisser passer ça. Son expérience est, tout d'abord, fascinante et impressionnante. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est quand il a dit que lorsqu'il entend d'autres personnes raconter leurs expériences, il y a comme quelque chose en lui qui sait quelque chose. Et c'est vrai, il se pourrait qu'il y ait un archétype collectif que nous créons, et c'est ça le truc. Et Jeffrey Kripal, qui travaille aussi en lien avec la Fondation Sol, Jeffrey Kripal, en parle aussi. Autrefois, on pensait qu'un démon assis sur la poitrine empêchait de bouger la nuit en voyant certaines images. Vous savez, il existe toutes sortes de mythologies à ce sujet historiquement, mais cela remonte à des milliers et des milliers d'années, et beaucoup de ces choses ont été observées depuis des millénaires. Il a aussi dit, peut-être que dans 5 millions d'années, nous évoluerons pour devenir de très bons partenaires pour cette civilisation avancée. Et je me suis dit, on est tellement basique aujourd'hui, si je prends l'idée de Robin Hanson, c'est un peu ça. Nous avons avancé ici l'idée que les extraterrestres sont une forme de civilisation avancée, probablement avec des millions d'années d'avance sur nous, et qu'ils ont remplacé une grande partie de leur biologie par du matériel synthétique. Je pense que ça revient à la conversation avec Greg Braden en ce moment. La vie sur Terre est à ce point de transition où nous acquérons une quantité énorme d'intelligence. Mais nous commençons à nous augmenter nous-mêmes et à perdre cette version de ce que cela signifie d'être humain, et je pense que cette version est vraiment, vraiment spéciale. Et à mesure que nous évoluons, il y a des compromis dans cette évolution. Et nous perdrons des aspects de ce que cela signifie fondamentalement. D'être vivant sous forme humaine de cette manière. Et donc, je pense à tout ce qu'ils ont perdu en chemin. Ils se demandent si nous pouvons continuer notre voyage et progresser sans avoir les écueils qu'ils ont pu rencontrer. Tu sais ce qu'ils veulent? De la télé-réalité? Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde est très civilisé. Il n'y a pas d'indignation. Je vais dire non à mes enfants comme ça maintenant. Quand ils demandent des choses comme de nouvelles Blundstones ou autres, peu importe. Rien de tout cela n'aura d'importance. Les extraterrestres voudraient-ils tes bottes? Non, alors tu n'en as pas besoin. Voudraient-ils tes bottes, les extraterrestres? Je me demande comment ce sera reçu. On vous tiendra au courant. Qu'est-ce que les lulabous? Les lulabous? La boubou. La boubou. Comment as-tu appelé ça? Ils voulaient peut-être des berceuses. J'adore ça. Peut-être qu'ils veulent ça. Ils veulent ces berceuses surprises. Mais qu'est-ce que c'est? J'avoue, je ne sais même pas ce qu'est une laboubou. Je connais le mot, mais j'ignore sa signification. Ça ressemble à un munchichi déguisé en lapin avec des crocs. C'est vraiment impressionnant. Je recommande. Si vous voulez tout apprendre sur le travail du docteur Nolan, veuillez visiter la Fondation Sol. Sol s'écrit comme le soleil en espagnol, S-O-L, thesolfoundation.org. Vraiment, vraiment super épisode, Jonathan. Je suis très, très heureuse que nous ayons pu parler au docteur Nolan. Si vous voulez en savoir plus sur nos théories concernant l'avenir de l'humanité, nous allons en partager sur Substack avec la communauté Breaker, qui est vraiment un endroit formidable pour venir échanger et obtenir plus d'informations sur tous nos épisodes, ainsi que du contenu exclusif que nous ne publions nulle part ailleurs. Alors venez y jeter un œil, Dr. Maïm Bialik's Breakdown sur Substack. On se retrouve là-bas.
et de notre décryptage à celui que nous espérons que vous n'aurez jamais. On se retrouve la prochaine fois. Bisous. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction